Bon retour parmi nous. Nous sommes à nouveau rejoints par Stanislav Krapivnik, ancien officier de l'armée américaine et analyste militaire originaire du Donbass, qui est désormais rentré en Russie. Merci d'être revenu parmi nous. J'ai beaucoup de questions que j'ai hâte de vous poser. Toujours un plaisir, toujours un plaisir. Je pensais que nous pourrions peut-être nous tourner d'abord vers le Moyen-Orient, car alors que les États-Unis continuent de renforcer toutes ses capacités militaires en prévision d'une éventuelle attaque contre l'Iran, la grande question que tout le monde se pose est que feront des pays comme la Russie et la Chine? Ils ne peuvent pas se permettre de voir l'Iran vaincu et peut-être balkanisé. Cependant, ni la Russie ni la Chine ne souhaitent une guerre directe avec les États-Unis. Alors, comment la Russie aide-t-elle l'Iran à se défendre? Eh bien, vous savez, c'est un sujet intéressant, car l'Iran offre à la fois à la Russie et à la Chine une plateforme d'intégration où ils peuvent acquérir une expérience de combat. La Russie a développé pour l'Iran, en très peu de temps, un bouclier de défense aérienne intégré, quelque chose dont l'Iran ne disposait pas auparavant. Au départ, l'Iran possédait des S-300 et des S-200, les anciens systèmes des années 1960, qui, soit dit en passant, fonctionnent encore très bien contre les Tomahawk lorsque ces derniers explosent réellement. Un parapluie aérien intégré est un système qui, s'il est entièrement connecté, permet à un niveau stratégique de commencer à détecter et éventuellement intercepter des cibles ennemies en dehors du territoire que l'on défend. Ensuite, il y a une couche interne où l'on commence à se défendre à un niveau stratégique à l'intérieur du pays. Puis vient le niveau du théâtre d'opération, ensuite le niveau localisé, et enfin la défense de précision. Le Pantsir se situe au niveau localisé. L'IGLA, ou le système américain, comment s'appelle-t-il déjà? Enfin, les manpads portatifs. Ceux-là servent à la défense ponctuelle, la dernière ligne de défense. Si quelque chose est parvenu jusqu'à ce point, ou surgit très près, comme un drone ou un hélicoptère apparaissant soudainement, alors on utilise la défense ponctuelle. Donc, dans tout ce système intégré, évidemment, on ne va pas abattre des missiles balistiques ou de croisière avec un missile portable, en principe. Mais on ne sait jamais. Apparemment, oui, tu ne peux pas faire ça. Mais vous pourriez abattre un avion de chasse, par exemple, ou un hélicoptère, ou un grand drone. Mais c'est un système intégré, et il est intégré non seulement parce qu'il comporte plusieurs couches, mais aussi parce que les systèmes radars et les armes elles-mêmes communiquent entre eux. Ainsi, si une couche échoue à entrer en contact ou à détruire la cible, elle transmet cette information à la couche suivante, qui engage puis la transmet à la suivante, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la cible soit détruite à un moment donné, ou qu'elle explose d'elle-même. Au fait, ce que j'ai dit à propos des Tomahawk, les 12 Tomahawk que Trump a tirés sur la Syrie, ils ont eu un taux d'échec d'environ 33% à la détonation. Leurs ogives ont été retrouvées non explosées. Donc peut-être que c'était une mauvaise série, je ne sais pas. Mais si c'est typique, alors les États-Unis ont des problèmes encore plus graves. Donc, cela se situe à un certain niveau, en plus du système radar qui l'accompagnait. L'Iran, à l'époque, au début, la Russie avait été sollicitée, ou plutôt mise sous pression, pour ne pas vendre les S-400 que l'Iran souhaitait acquérir. Je pense que l'Iran les avait en réalité payés, mais que la Russie n'avait pas livré dans les années 2000 à cause des sanctions. Par la suite, la Russie était prête à livrer, mais l'Iran a déclaré « Nous allons construire notre propre système. Nous n'avons pas besoin des S-400. » Eh bien, ils ont effectivement construit leur propre système, mais il était bien plus faible, moins performant et a été gravement endommagé pendant la guerre de 12 jours.
L'Iran est donc revenu vers la Russie, et la Russie est revenue vers l'Iran. Ils ont construit ce système intégré au cours des 6 derniers mois, formé des pilotes de Su-35 et livré des chasseurs Su-35, qui, soit dit en passant, ont une plus grande portée que les F-35, même s'il s'agit d'un chasseur de génération 4+, face à un chasseur de 5e génération, comme le F-35. Voilà pour un côté. De l'autre côté, les Chinois déploient leur système radar intégré, qui comprennent des sections à faisceaux très étroits et à faible longueur d'onde, intégrés à des systèmes satellitaires capables de détecter tout ce qui se trouve, je crois, à 500 ou 600 km au-delà de l'Iran. Ainsi, tout ce que les États-Unis ou Israël lancent est déjà détecté, leur donnant suffisamment de temps pour commencer à réagir. Si l'on considère qu'un missile de croisière vole à environ 1000 km à l'heure, il reste encore une trentaine de minutes pour réagir avant qu'il n'entre dans l'espace aérien, ce qui est en réalité beaucoup de temps pour les systèmes antiaériens. Notre objectif est de réduire ce délai autant que possible. Encore une fois, les avions furtifs ne sont pas invisibles. Ils sont simplement très difficiles à détecter par radar. Donc l'espoir est qu'ils soient déjà au-dessus de la cible, ou proche de celle-ci, au moment où le système radar ou quelqu'un les repère visuellement. C'est d'ailleurs ainsi que les Serbes ont abattu plusieurs B-1 américains. Ils avaient mis en place des cercles d'observateurs munis de radios qui pouvaient les voir arriver, car les avions empruntaient toujours le même couloir de vol, pensant qu'ils étaient invisibles. Eh bien non, ils ne l'étaient pas. Les guetteurs ont transmis l'information par radio, et les appareils ont été abattus par un système S-300 ou S-200 une fois qu'ils étaient presque à portée directe. Ainsi, avec ces deux systèmes, le système soviétique, ou anciennement soviétique, désormais russe, et le système chinois intégré, nous pourrions assister à la synthèse de quelque chose de bien plus puissant. Les planificateurs américains écartent cette idée, affirmant que ce n'est pas vraiment capable, qu'ils ne pourront rien faire. Il y a beaucoup de bravade qui n'a jamais été mise à l'épreuve. Il va donc, je pense, y avoir un très grand choc et une grande surprise pour les forces américaines, israéliennes et de l'OTAN si elles commencent à engager le contact. Et je pense qu'elles le feront. C'est leur problème. Que Trump le veuille ou non, il va être acculé à cette guerre. Mais toutes ces choses-là, elles n'étaient pas là en juin lorsque les États-Unis ont attaqué la première fois, n'est-ce pas? Eh bien, les S-300 étaient là, les S-400 ne l'étaient pas, et la frappe de décapitation au début a en réalité causé pas mal de dégâts, enfin au moins certains. On ne sait pas exactement combien, mais au moins une partie des radars et des systèmes antiaériens, et elle a tué des officiers clés qui auraient été chargés de tout remettre en place. De plus, les systèmes chinois et les systèmes radars multiphasés n'étaient pas présents. Donc tout cela a été acheminé au cours des 6 derniers mois, installé, intégré. Nous verrons à quel point c'est bien intégré. Eh bien, vous savez, le combat est le test ultime quand votre vie est en jeu. Nous verrons alors à quel point ces systèmes sont intégrés. Mais s'ils le sont autant qu'on peut le penser, une chose va se produire. Eh bien, vous savez, la Chine, la Russie et l'Iran ont également signé une alliance trilatérale. Si cette intégration fonctionne, nous pourrions la voir tout le long des zones frontalières russes et aussi du côté des frontières chinoises. La Chine utilisant les S-300, S-400, S-500 russes, ainsi que les 550 qui sortent en ce moment, et la Russie utilisant les radars chinois, tout comme l'Iran. Cela pourrait donc être un véritable bouleversement, une synthèse de ces deux systèmes. Nous verrons. Nous verrons. Oui, eh bien, c'est l'une des choses étranges qui, selon moi, manquait dans le
Eh bien, tu as probablement vu le discours de Marco Rubio à Munich. C'était très impérialiste. Je veux dire, il se plaignait de la disparition des empires européens qui s'étendaient fièrement à travers le monde, de tout cela perdu après la Seconde Guerre mondiale. Cependant, j'ai trouvé cela un peu étrange, car l'hypothèse semblait être que nous n'allions pas nous excuser d'avoir jeté toutes ces règles et ces faux semblants libéraux parce que nous devons inverser notre déclin. Nous allons simplement utiliser une force extrême afin de restaurer l'Empire. Si seulement c'était aussi simple. Le problème, c'est que si l'on frappe trop fort, si l'on devient trop agressif, alors le reste du système international commencera à s'équilibrer collectivement contre vous. On appelait autrefois cela le pire cauchemar de Kissinger, voir la Chine et la Russie s'unir. Mais en ajoutant l'Iran dans l'équation, bien sûr, ce serait le plus faible des trois. Mais cela montre en quelque sorte ces trois grandes puissances eurasiennes se rassembler. Quelle idée insensée de croire que si l'on se débarrasse de toutes ces inhibitions et que l'on se lance dans la conquête impériale, alors personne ne pourra vous arrêter. Cela ne semble pas très réfléchi. C'est pire que ça, Glenn. C'est bien pire que ça. Tout d'abord, il y a des acteurs secondaires impliqués. Il y a aussi la Biélorussie, évidemment, et la Corée du Nord. La Corée du Nord possède des capacités nucléaires, bien que pendant qu'on y est, il pourrait aussi y avoir le Cambodge, qui est beaucoup plus proche de la Corée du Nord. Il pourrait y avoir, l'autre, la Thaïlande, laquelle a initié les hostilités. La Thaïlande est en fait, je crois, sous tutelle américaine ces derniers temps. Une certaine retenue, n'est-ce pas? Le Vietnam, si on commence à aller dans cette direction. Donc oui, les Turcs ne sont pas exactement ravis de nous non plus. Ils ne veulent pas des réfugiés, ils ne veulent pas que l'Iran soit détruit. Ils ne sont peut-être pas leurs meilleurs amis, loin de là, mais ils ne veulent pas du chaos qui va s'en suivre, surtout à leurs propres frontières. Et d'autres pays sont impliqués. L'Inde, en ce moment, entretient de mauvaises relations. Fait intéressant, l'Inde, le pays qui était autrefois la principale force d'opposition au sein des BRICS contre toute forme de monnaie commune, en est maintenant le plus grand partisan. Modi et Trump se sont brouillés à cause de l'attitude changeante de Trump, qui réagit mal lorsqu'il n'obtient pas ce qu'il veut. Et vous savez, l'Inde est désormais le grand défenseur de cette idée. Je ne dis pas que l'Inde est prête à rejoindre une alliance militaire, mais c'est une possibilité. La Russie joue les médiateurs entre l'Inde et la Chine, et il existe en réalité un commerce assez important entre les deux, ce dont on parle peu. Nous verrons bien comment les choses évoluent. Il y a toujours le Pakistan. Le Pakistan a fait des ouvertures envers l'Iran, déclarant que si Israël utilisait une arme nucléaire, le Pakistan en utiliserait une contre Israël pour défendre l'Iran. Donc il y a beaucoup de choses en jeu, pas seulement le fait d'en compter trois. Il y a beaucoup d'autres questions qui pourraient vraiment changer la donne. Et tu as tout à fait raison. Personne n'aime le grand tyran. La tendance internationale, c'est que si quelqu'un s'en prend à toi, un type, deux types, trois types, tout le monde se dit, on sera probablement les prochains, il est temps de rééquilibrer. Et quand quelqu'un comme Rubio, dans ce que j'appelle son discours de rappel à l'Empire, dit en gros que toute la civilisation occidentale, la seule chose qu'elle ait jamais accomplie, qui vaille quelque chose, c'est l'Empire. Voilà ce qu'on retient de ce discours. Il n'y avait rien d'autre dans la civilisation occidentale que l'Empire. Sa gloire, c'était l'Empire. Eh bien, tu sais, il y a plusieurs problèmes là-dedans. D'abord, pour comprendre d'où vient Rubio, tu connais ses origines. Ouais, cubain, c'est ça? Non, enfin, cubain, dans la mesure où son père est né à Cuba. Mais ce n'est pas vraiment une ascendance, c'est juste, tu sais, récent. Sa famille vient d'une petite noblesse espagnole de rang moyen, qui est ensuite devenue partie de la classe des vice-rois. Ses ancêtres, pas si loin que ça, peut-être il y a 150 ans,
étaient des vice-rois espagnols. C'étaient les gouverneurs, la noblesse utilisée comme administrateurs dans l'Empire espagnol. C'étaient les grands du coin. C'est de là que vient sa famille. Et en tant que quelqu'un dont la famille vient aussi de la noblesse, enfin du côté de ma mère, du côté de mon père, non, pas du tout, c'est l'autre extrême, on apprend qui étaient nos ancêtres. C'est quelque chose qui se transmet, et c'est pris très au sérieux. Donc il sait qui étaient ses ancêtres. Il l'a même mentionné dans son discours. Mes ancêtres viennent de... Je ne me souviens plus de la province exacte dont ils sont originaires. Ils seraient très choqués et impressionnés que, vous savez, leurs descendants, après toutes ces générations, soient revenus en tant que diplomates, le principal diplomate auprès de l'Europe et ainsi de suite. Il a cette volonté de, je suppose, reprendre le rôle de vice-roi de l'Amérique latine, ou du moins d'en récupérer une partie. Donc l'Empire, c'est ce dans quoi il a été élevé, au moins en partie, même si son père a fui Cuba à cause de Batista et non de Castro. Sa famille a déménagé à Miami 4 ans avant l'arrivée au pouvoir de Castro. Ce n'est pas ce qu'il raconte aux gens, mais c'est ce que les faits historiques montrent. Tout son état d'esprit est donc tourné vers l'Empire. Vous avez affaire à quelqu'un qui croit que le triomphe de la civilisation occidentale, c'est l'Empire, l'asservissement du tiers-monde. Vous savez, ses ancêtres étaient les grands seigneurs qui dominaient les paysans sales et misérables et les maltraitaient parce qu'ils appartenaient à la classe des vice-rois. Et je pense que cela continue d'avoir une forte influence sur lui aujourd'hui. Oui, non. Je pensais que cette partie était, oui, même avec les offenses. C'est-à-dire, vous savez, la civilisation européenne a accompli beaucoup de choses. Et je reconnais qu'il y a eu une certaine décadence, surtout en matière de civilité et de moralité après la Seconde Guerre mondiale. Mais réduire la civilisation européenne à « nous avions des empires », c'est ce que c'était, c'est ce que nous devons retrouver. C'est intéressant et aussi très révélateur de sa vision. Mais sur le sujet de la conférence de sécurité de Munich, comment voyez-vous l'évolution possible de la relation entre la Russie et les Européens? J'ai l'impression que nous descendons encore plus loin sur une pente sombre, car j'ai vu le chancelier Merz défendre cet argument à Munich. Il a déclaré « nous avons » et il a de nouveau insisté sur le « nous ». Nous avons infligé à Moscou des pertes et des coûts sans précédent. C'est tout de même assez extraordinaire d'entendre cela de la part d'un chancelier allemand. On a également entendu d'autres déclarations, notamment de la première ministre danoise, affirmant qu'il ne fallait plus respecter de lignes rouges et qu'il devait y avoir des frappes en profondeur en Russie. Il semble que toutes les prétentions selon lesquelles il ne s'agirait que d'une guerre par procuration s'effacent peu à peu et que l'on parle de plus en plus d'une guerre directe. Voyez-vous quelque chose se profiler à l'horizon? Quel est l'état d'esprit en Russie lorsqu'ils entendent cela? Parmi la classe politique, les militaires ou même le grand public. Eh bien, vous savez, le rôle de l'armée est de prendre chaque menace au sérieux et de planifier en permanence en conséquence. Le rôle du politicien est de déterminer ce qui constitue réellement une menace et de fixer les orientations en fonction. À ce stade, je pense, du moins d'après ce que j'entends de nombreux politiciens et de l'armée, et je l'entends depuis le premier jour, bien sûr, et je le dis moi-même, si quelqu'un vous dit qu'il veut vous tuer, prenez-le très au sérieux. Il se peut qu'il n'ait pas les armes ni la capacité de le faire pour le moment, mais il en a l'intention. Et il faut accepter qu'il ait cette intention et ce désir de le faire. Cela dit, ce que je pense que nous voyons, c'est que la classe politique commence à se rendre compte que, oui, ces gens sont vraiment aussi stupides. Et ces gens sont stupides. Tout d'abord, on a affaire pour la plupart à une aristocratie gâtée et consanguine qui dirige l'Union européenne. La même aristocratie qu'avant,
sauf qu'aujourd'hui, c'est une république au lieu d'autre chose. Ce qui est regrettable, c'est que lorsqu'il s'agissait de véritables monarchies, elles contrôlaient mieux leurs idiots, comme ses premiers ministres, qu'elles ne le font maintenant. Aujourd'hui, en tant que république, les pires des pires peuvent accéder au sommet, surtout dans un système fermé qui n'autorise aucune véritable concurrence, et diriger le pays, ce qui aggrave évidemment les choses, comme les républiques ont tendance à le faire avant de s'effondrer. Et toutes les républiques meurent. C'est la 3e ou 4e grande vague de républiques dans le monde, et elles meurent toutes, généralement en moins de 200 ans. Elles meurent à cause de ce genre de personnes. Le système devient totalement corrompu. Et pour le dire de façon un peu grossière, l'or coule, la merde remonte à la surface. C'est ainsi que ces systèmes finissent. Ce sont au mieux des concours de popularité, et en général, les plus populaires ne sont pas les plus intelligents. Pire encore, ils sont tellement truqués que cela n'a même plus d'importance d'être populaire ou non. Vous obtiendrez le pouvoir parce que vous faites partie de cette classe privilégiée qui a bloqué toutes les voies pour les autres. Eh bien, la Roumanie est un bon point de départ, vous savez. Mais il y a une chose intéressante. Le département d'État américain a déclaré qu'Ursula von der Leyen avait désormais truqué 8 élections en Europe. Pas seulement dans l'Europoll, mais en Europe en général, car elle l'a fait 2 fois en Moldavie. Donc l'Human Borum s'occupe de truquer des élections. Je sais, c'est choquant. Personne ne pouvait s'y attendre, surtout après la Roumanie. Mon Dieu, vous savez. C'était des élections claires et équitables. Enfin, avec le mauvais candidat. Les élections ne peuvent pas maintenir de nouveaux candidats au pouvoir. Donc oui, vous avez affaire à des gens qui n'ont aucune notion de la guerre. Ils n'ont pas, enfin ils ont un concept. Il y a 2 concepts en jeu. D'abord, beaucoup de ces gens ont pour ancêtres des nazis purs et durs. Je veux dire, même si l'on regarde la chef du MI6, je ne me souviens plus de son nom, son grand-père était un nazi ukrainien et un meurtrier de masse, un criminel de guerre recherché comme la boîte aux lettres britannique. Rien de surprenant là-dedans. Et maintenant, sa petite-fille porte cet héritage. Je suis sûr que cet héritage a été transmis, pas un héritage génétique, mais un héritage familial. Je suis sûr qu'on lui a raconté toutes les gloires de son grand-père, qu'il fallait perpétuer. Et c'est la même chose pour beaucoup de ces gens. Si l'on commence à examiner leurs origines familiales, ils n'étaient pas simplement dans la Wehrmacht. La plupart d'entre eux n'étaient même pas de simples officiers de la Wehrmacht. Ils étaient SS, des nazis encartés. Et le nazisme n'était pas seulement en Allemagne. Il s'est répandu dans toute l'Europe. Je veux dire, la Norvège avait Quisling, qui était très heureux de servir ses maîtres berlinois après l'invasion de la Norvège par l'Allemagne. Certes, la Norvège allait de toute façon être envahie par la Grande-Bretagne. La Norvège était dans une mauvaise position, quel que soit le camp qu'elle choisissait. Peut-être qu'avec les Britanniques, cela aurait été un peu mieux qu'avec les nazis. Mais dans tous les cas, on trouve toujours, dans n'importe quel pays, des gens comme Quisling, qui sont plus qu'heureux de servir la puissance qui arrive. Et maintenant, avec le temps, et je pense que c'était un objectif, les personnes qui accèdent au pouvoir un peu partout en Europe sont celles dont les ancêtres n'étaient pas seulement, comme je l'ai dit, dans la Wehrmacht ou dans l'armée d'un autre pays, mais de SS, de véritables membres du parti. C'est effrayant quand on y pense si on regarde la situation de manière réaliste. Dans beaucoup de ces pays, il y a des gens en colère qui veulent se venger de la Russie. Ils n'ont aucune notion du service militaire, aucune notion de la guerre. Au moins, on peut dire qu'Hitler, lui, savait ce qu'était la guerre, pour avoir combattu pendant la Première Guerre mondiale en tant que caporal. Que c'est Merz, que c'est Scholz, que savent ces gens-là? Ils n'ont jamais porté l'uniforme.
Ou s'ils l'ont fait, c'était comme Graham. Il était avocat militaire, un juriste du JAG, c'est tout. Donc il portait un uniforme, mais il restait avocat, ce qui ne change pas grand-chose au fond. Il ne connaît aucune de ces personnes. Ils ne savent vraiment pas ce qu'est le combat. Ils ne connaissent pas les menaces. C'est facile d'envoyer les enfants des autres là-dedans. Comme l'a dit un jour Albright, à quoi bon avoir une armée si on ne peut pas s'en servir? Eh bien oui, on a une armée justement pour ne pas avoir à s'en servir. C'est, espérons-le, le but. Mais si ton objectif est l'Empire, alors bien sûr, à quoi bon avoir une armée si tu ne peux pas l'utiliser? Ces gens sont complètement fous. J'espère vraiment que le bloc austro-hongrois restera solide, qu'Orbán survivra aux prochaines élections et que les prochaines élections en Autriche l'y feront entrer pleinement, si les conservateurs obtiennent une super majorité et disent à l'UMLA d'aller se faire voir. Il y a un article, je crois que c'est le 41.7, l'article sur la défense commune de l'UMLA. Apparemment, von der Leyen a prononcé un discours disant qu'ils allaient pousser la question de l'Ukraine, faire entrer l'Ukraine dans l'UE d'ici 2027, et ensuite, tout le monde devra aller défendre l'Ukraine. En gros, tout le monde doit partir en guerre parce que cela fait partie du discours. Ah, et les pouvoirs de veto vont être annulés pour des pays comme la Hongrie ou la Slovaquie qui ne veulent pas de l'Ukraine dans l'UMRMOR. Je pense qu'elle serait très surprise de voir combien de pays de l'UMRMOR diraient probablement non, nous n'allons pas nous battre, ou se retrouveraient face à une révolution s'ils essayaient de forcer leur population. La Grèce et la Bulgarie me viennent à l'esprit à ce sujet. Mais je pense que l'intention du Politburo de l'URSS est clairement tournée vers la guerre, et elle est soutenue par des pays clés comme l'Allemagne et la Pologne. La Pologne, d'ailleurs, cherche maintenant à obtenir des compensations pour l'occupation soviétique, alors que sa population avait doublé après la Seconde Guerre mondiale. Elle diminue chaque année depuis. Tu sais, d'accord, très bien. Si on commence à remonter dans le temps, que dire alors de l'annexion par la Pologne de l'Ukraine occidentale et de la Biélorussie occidentale en 1920, ou des 500 ans d'occupation polonaise de terre russe, ou encore des 2 occupations polonaises de Moscou. Je veux dire, si on commence à remonter comme ça, pourquoi s'arrêter à, disons, 80 ou 40 ans en arrière? Allons jusqu'à 300 ans. Allons jusqu'à 500 ans. Qui doit quoi à qui au final? C'est à ce niveau de ridicule qu'en sont arrivés ces politiciens. Et je ne vois pas, sauf, tu sais, en cas de coup d'État ou de révolution, les bons partis prendre le pouvoir dans beaucoup de ces pays et les détourner de la guerre. Je ne vois aucune issue à cela. Ils sont fous. Je veux dire, ce sont des gens cliniquement fous. La question des réparations, à mon avis, est assez néfaste. Je comprends l'idée qui la sous-tend, régler les comptes et tout ça. Mais dès qu'on crée des incitations économiques à ne pas laisser le passé en paix et à en tirer profit, c'est un poison pour la diplomatie. Il y aura toujours des motivations à tirer parti d'anciennes rancunes. Et bien sûr, c'est éminemment politique. Cela ne se produirait pas autrement sans le conflit actuel. Mais tu as soulevé un bon point à propos des évaluations de menaces. Elles reposent sur les capacités et les intentions. Donc, si l'on exprime des intentions hostiles sans en avoir les moyens, je pense que la stupidité défie la logique. C'est une bonne façon de... Enfin, c'est vous qui la définissez. Car maintenant, vous dites à vos adversaires ce que vous voulez faire, même si vous n'avez pas les moyens de le faire. C'est donc quelque chose de très dangereux, et c'est aussi une forme d'auto-sabotage. Cependant, les États-Unis ont à la fois les intentions et les capacités. Les intentions sont devenues un peu plus claires après le discours de Rubio. Mais on constate, par exemple, qu'à chaque fois qu'un drone américain survole la mer Noire, si l'on consulte les canaux Telegram, ils savent déjà qu'une attaque de drone ukrainien va suivre. Ce sont toujours des armes américaines
des missiles, du renseignement américain. Les États-Unis désignant les cibles pendant qu'ils font voler les drones le long de la frontière russe. Donc cela semble toujours très clairement être une guerre américaine. Comment voyez-vous cela influencer les discussions actuelles entre les Américains et les Russes? Parce que Trump continue d'affirmer qu'il n'est qu'un médiateur et que c'est un conflit entre la Russie et l'Ukraine. Bien sûr, de temps en temps, Rubio et les autres interviennent pour dire que oui, c'est une guerre par procuration, mais en même temps, ils veulent être les médiateurs. Alors, comment voyez-vous cela fonctionner dans les négociations? Car il est certain que l'humeur en Russie doit devenir assez hostile face à l'implication très directe des États-Unis. C'est vrai. Je ne peux pas dire exactement ce qui se passe au Kremlin. Je n'y ai pas été invité depuis très longtemps. Enfin, jamais, en fait. Je me dis, tiens, si on lit Newsweek ou les articles de ces autres journalistes, apparemment, je suis le meilleur ami de Vladimir Vladimirovitch et dans la confidence de tous les secrets. Mais oui, j'en apprends sans cesse de nouvelles sur moi-même quand on lit ce genre de roman de gare. Mais en réalité, nous avons vu Lavrov sortir et répéter le même message 3 fois en une semaine, que tout cela n'est qu'une vaste supercherie. Cela mène droit dans une impasse et il faut prendre une décision. Je pense que la patience des Russes et de Vladimir doit figurer dans le livre du Zen. Tu vois, c'est légendaire. Personnellement, j'aurais déjà frappé au moins une sorte de coup préparatoire comme avertissement. Les États-Unis, d'abord, ces négociations sont inutiles. Commençons par là, c'est du pur théâtre kabuki. Elles ne mènent absolument nulle part et elles n'iront nulle part. On ne mène jamais des négociations de cette façon. Comme je le dis depuis le début, c'est le service au volant de McDonald's, la restauration rapide des négociations. Vous ne mangez pas de la vraie nourriture. Vous mangez de la camelote en plastique, en gros. C'est la même chose que ce que vous obtenez de ces négociations. Je pense que le camp russe s'est dit « Parlons avec les Américains et attirons-les dans notre orbite, car nous pouvons avoir des relations économiques mutuellement bénéfiques. » Eh bien, jusqu'à présent, les 3 hommes d'affaires qui continuent à y aller sont Jared Kushner, Will Cox et l'autre type, je ne me souviens plus de son nom. C'est un banquier d'investissement qui est maintenant à la tête du Bureau fédéral des achats des États-Unis. Il s'est simplement présenté la dernière fois à Moscou. Je sais pas, peut-être qu'il fallait simplement une excursion. Mais vous savez, je pense que l'idée était peut-être de faire évoluer un peu la position des Américains, parce que nous pourrions avoir des accords commerciaux mutuels. Maintenant, la seule chose que Trump ne veut pas, c'est une guerre longue, ce qu'il pourrait finir par avoir sous la forme d'une guerre de missiles en Iran. Il ne veut pas que des soldats américains meurent par milliers, ni même par centaines, chaque jour, dans une guerre totale comme celle que mènent les Ukrainiens. Cela ne passerait pas très longtemps aux États-Unis. Une fois que les cercueils commenceraient à arriver, il faudrait alors commander beaucoup plus de drapeaux américains fabriqués en Chine pour recouvrir tous les cercueils qui rentreraient s'ils s'engageaient sur cette voie. Et ça, c'est du suicide pour Trump. En fait, si l'Iran coule un porte-avions ou même en endommage sérieusement un, et ils en sont capables, parce qu'ils reçoivent en direct des données radars et satellitaires de la Chine et de la Russie. J'en ai parlé à des gens et ils me disent « Oh, tu sais, les porte-avions seront dans l'océan Indien, ils ne peuvent pas les trouver. » Pourquoi penses-tu qu'ils ne peuvent pas les trouver? Combien y a-t-il de satellites russes? Environ 170. Combien de satellites chinois? Environ 300. Tu crois qu'ils ne peuvent pas les repérer avec des données en temps réel? Bien sûr qu'ils ne peuvent pas.
La même chose que font les États-Unis et le Royaume-Uni pour l'Ukraine en mer Noire. Même si cela se produisait, ce serait un coup massif et dévastateur, et peut-être un coup fatal pour Trump, car il n'a pas l'approbation du Congrès. C'est ainsi que le Congrès joue sur les deux tableaux. Si vous gagnez, nous avons toujours été derrière vous. Si vous perdez, nous ne vous avons jamais autorisé à mener cette guerre, donc nous allons vous attaquer pour nous faire un nom. C'est hypocrite, mais c'est la politique américaine. Mais dans ce cas, si vous écoutez ce qu'a dit Marco Rubio, nous avons besoin que nos alliés soient forts. Nous devons commencer à reconstruire votre empire. Allez vers l'Est, jeune homme. Allez vers l'Est et mourrez sous les chars et le feu de l'artillerie russe. C'est ce qu'ils veulent que les Européens fassent. Les États-Unis ne vont pas aller se battre dans cette guerre. Les États-Unis vont tirer profit de cette guerre. C'est quelque chose que j'ai mentionné à plusieurs reprises. Sais-tu comment les Américains appellent la Seconde Guerre mondiale? La Grande Guerre. Non pas parce qu'elle était grande par sa taille, mais parce qu'elle a été grande pour l'Amérique. La Seconde Guerre mondiale a sorti l'Amérique de la Grande Dépression et l'a remis sur pied économiquement. Et comme tout le monde se frappait les uns les autres, selon à qui tu demandes, le début de la Seconde Guerre mondiale diffère. Pour les Russes, c'était en 1941, pour les Européens en 1939, pour les Chinois en 1936, parce que chacun s'est frappé assez fort, les États-Unis ont fini par devenir la plus grande superpuissance économique au-dessus de tout le reste. Je crois qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle représentait environ 50% du PIB mondial. Et c'était une grande guerre. Ils sont passés d'une grande dépression, ayant perdu environ 10% de la population, à devenir soudainement une superpuissance économique mondiale. Peut-être pas une superpuissance militaire, enfin, pas la superpuissance dominante, car elle était déjà immense à ce moment-là aussi. Mais sur le plan économique, ils étaient la superpuissance. Donc, le premier article que j'ai lu, je crois que c'était dans Foreign Affairs, si je me souviens bien, c'était en 1989-99, qui disait « Nous avons besoin d'une autre grande guerre. Nous avons besoin d'une autre grande guerre européenne. De cette façon, nous pourrons effacer nos dettes, devenir créanciers et reconstruire l'Europe. » Alors, si Forbes en parle et qu'ils avaient déjà publié un article à ce sujet en 1999, c'est bien la preuve qu'ils en discutent depuis un bon moment. Donc, même si l'on part de 99, cela fait 27 ans que les États-Unis préparent l'Europe à se lancer dans une course suicidaire contre, contre qui d'autre? Contre la Russie. Ils n'iront pas contre la Chine. La Chine est trop loin. Mais contre la Russie, oui. Et si tout le monde est détruit, nous pourrons venir ramasser les morceaux qui nous intéressent, effacer nos dettes et vous reconstruire à crédit, tout en vous dépouillant de tout ce qui a de la valeur. Et c'est là le but américain dans tout cela. L'Amérique ne va pas combattre directement la Russie. Ce serait du suicide. Ce qu'ils vont faire, c'est rester neutres, et ils vont vendre. Enfin, neutres. Une fois que les combats commenceront, ils vont vendre du matériel et du carburant aux Européens sous pavillon américain. Si la Russie coule un navire amiral américain, ce sera le déclenchement de la grande guerre, possiblement une guerre nucléaire. La Russie combat l'Europe. Eh bien, vous savez, tous ces petits gens se font tuer et nous allons gagner de l'argent sur leur dos un peu plus tard. Et les gens, quand les gens entendent ça, quelqu'un va dire « Impossible, ils ne peuvent pas être aussi mauvais, ils ne peuvent pas vraiment faire ça, c'est insensé. » Ce sont les gens d'Epstein. Ces gens mangeraient littéralement les enfants de leur propre peuple. Et vous voulez de la moralité de la part de ces gens. C'est ça le fond du problème. Où allons-nous faire les meilleures affaires? Combien devons-nous sacrifier? Qui s'en soucie?
Ce ne sont pas de vraies personnes, mais ce sont les nôtres. Et par les nôtres, je ne parle même pas des Américains. Je parle de notre clique. Ce sont ces gens-là qui vous disent qu'il faut réduire l'humanité à 500 millions de la classe dorée. Mais en réalité, la classe dorée sera ce demi-million, puis peut-être 20 à 30% de personnes instruites qui les serviront, et le reste sera composé de paysans. Je veux dire, ce sont eux qui propagent ces idées. Croyez-moi, ils le veulent. Ils n'ont peut-être pas la capacité de le faire pour l'instant, mais s'ils continuent à vous dire qu'ils le veulent, c'est qu'ils le veulent. C'est ce qu'ils ont vraiment dans l'âme. Ils ont encore tout. Eh bien, c'est une autre chose qui semblait claire dans le discours de Rubio. Depuis la réélection de Trump, la question persistante a été « Quel est l'objectif ici en termes de perte de l'unipolarité? Souhaite-t-on la restaurer ou s'adapter à la multipolarité? Je pense que cela a été clarifié. De même, concernant la relation avec la Russie, l'objectif est-il de mettre fin à ce conflit séculaire, d'affaiblir la Russie ou d'en confier la gestion aux Européens? Je crois que cela aussi est désormais tranché. Mais non, il s'agit peut-être d'intentions plus sombres à l'égard de l'Europe. Personne ne veut l'entendre, car nous avons un récit fondé sur 80 ans d'une alliance bienveillante entre des peuples partageant les mêmes valeurs. Mais sur cette chaîne, je l'ai reçu 2 fois. Harald Kujat, l'ancien chef de l'armée allemande, qui a même occupé l'un des postes les plus élevés au sein de l'OTAN. Vous savez, il soutient non seulement que l'OTAN a provoqué la guerre, mais aussi que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont saboté les efforts de paix, à la fois à Minsk et à Istanbul. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est qu'il affirme également qu'une partie de la raison était de saboter l'Allemagne, qu'ils sont en train d'épuiser toutes les ressources et les industries du pays. Donc affaiblir l'Allemagne et se renforcer eux-mêmes. Je veux dire, cela semble complètement fou, car personne n'invite jamais des gens qui tiennent ce genre de propos dans une émission d'information. Je trouve toujours intéressant que personne ne semble vouloir parler à l'homme qui occupait le poste le plus élevé, celui qui était à la tête des forces armées allemandes. Personne ne veut l'entendre. Mais, encore une fois, les journalistes, eux, semblent avoir une fenêtre toujours ouverte sur l'esprit de Poutine. Combien d'articles ai-je vus où ils prétendent connaître toutes les pensées de Poutine, ses sentiments, ses peurs, ses aspirations, comme s'il s'agissait de faits. C'est devenu si courant que les gens ne le remettent même plus en question. D'où cela vient-il exactement? Quelles sont donc ces excellentes sources? C'est tout à fait extraordinaire. Une autre chose à ajouter. Sur ce sujet de la relation prétendument bienveillante entre l'Amérique et en particulier l'Europe occidentale et centrale, j'ai une chose à dire, l'opération Gladio. Et si quelqu'un ne sait pas ce qu'est l'opération Gladio, allez vous renseigner. Ce sont les armées de l'ombre. Je connaissais déjà l'opération Gladio au départ. J'ai eu une interview avec la colonelle Towner, elle est colonelle de l'armée de l'air à la retraite, et elle est très investie sur ce sujet. J'avais écrit quelques articles à ce propos, donc j'en savais déjà pas mal, mais elle est à un tout autre niveau. Et vous savez, vous devriez l'inviter un jour pour en parler. C'est incroyable, toute cette histoire de terrorisme, d'assassinat, de contrôle politique. Je veux dire un contrôle brutal, étranger, un contrôle sans gants, que les Américains observaient depuis 1948. Et bon sang, certaines parties de l'opération Gladio, certaines de ces armées de l'ombre financées et entraînées par la CIA tentaient d'assassiner De Gaulle et sa banque. C'est pourquoi, tu sais, l'OTAN est maintenant en Belgique et non plus à Paris. Parce qu'ils ont essayé de tuer De Gaulle alors qu'ils tentaient de négocier et de se débarrasser de l'Algérie. De Gaulle a compris assez vite. Il n'était en aucun cas un homme de gauche,
Mais il a réalisé que si la France gardait l'Algérie, le pays serait simplement inondé de gens, ce qui s'est produit de toute façon après lui, parce qu'ils ont ouvert les frontières. Mais il a vu ce qui allait se passer, ce que la France allait devenir. Il a dit non, c'est un boulet autour de leur cou. Nous n'avons pas besoin de l'Algérie. Il y a eu un coup d'État contre lui en Algérie, mené par un groupe d'officiers français, et avec l'aide de gens de la CIA, ils ont tenté de l'assassiner, lui et toute sa famille. De Gaulle l'a pris personnellement, il a exterminé ces types. Je veux dire une campagne radicale d'extermination contre ses ennemis. Puis il a dit à l'OTAN de dégager et à quitter l'OTAN. Pour cela, il a eu droit à une révolution de couleurs et tout le reste, et il a exigé qu'on lui rende son argent, en or, pas en billets verts américains. Donc oui, l'histoire de l'or lui a valu une révolution de couleurs à cause de tout ça. Mais le fait est que les États-Unis n'ont jamais été cet ami bienveillant de l'Europe. Les États-Unis ont tenu l'Europe par la terreur, par l'assassinat, par la force brutale extrême. Pendant ce temps, ils formaient cette génération de politiciens d'aujourd'hui qui sont des vendus. Vous savez, quand von der Leyen a dit « Je me sens aussi chez moi en Amérique qu'en Allemagne », elle ne mentait pas. Je veux dire, avec ces gens-là, on en vient à se demander où se trouve vraiment leur loyauté. Et l'une des autres choses que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est la manière dont la CIA opère avec les étrangers. La CIA va voir un général dans un pays et lui dit « Hé, nous voulons que tu travailles pour nous. Nous allons te nommer major de la CIA. Voici tes passeports. Nous garderons tout ça. » Vous faites le travail que vous êtes censé faire, et si tout tourne mal, ou lorsque vous voulez partir, vous venez aux États-Unis. Nous avons une maison pour vous. Vous commencez à travailler pour la CIA comme major, comme capitaine, peu importe, au lieu d'être général là où vous étiez. Mais vous savez que vous avez mis de l'argent de côté et que vous disposez d'une plateforme d'atterrissage où vous pouvez vous réfugier. C'est ainsi qu'ils achètent les gens. C'est plutôt bien pensé, diabolique mais ingénieux d'un certain point de vue, et ils font cela en permanence. Alors vous commencez à vous demander, qui dans vos services de sécurité travaille vraiment pour vous? Pour qui travaille-t-il en réalité? Qui sont les véritables maîtres dans les médias? Et ainsi de suite. Il y a eu une corrosion et une corruption de l'Europe centrale et occidentale depuis le milieu des années 1940, puis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Si nous voulions une véritable paix en Europe, eh bien en 1948, Staline a demandé à rejoindre l'OTAN, qui venait tout juste d'être créée. Elle a officiellement vu le jour en 1949. Il n'avait tout simplement pas bien compris qu'elle se formait contre lui. Enfin, pas contre lui personnellement, mais contre la Russie en général, l'Union soviétique comme vous voulez l'appeler. Mais vous savez, si l'on voulait une structure de paix défensive en Europe, la voilà. 1948 était une occasion en or. 1992 en était une avec Eltsine. 2000 en était une avec Poutine. Mais ils ont tous demandé à rejoindre l'OTAN. Évidemment, cela n'intéressait personne. L'OTAN avait besoin d'un ennemi. L'OTAN a besoin de mener une guerre, sinon l'OTAN cesse d'exister. C'est une dépense. Alors, qui va mener cette guerre? On dirait bien que ce seront les Américains. Ils ont la Chine à gérer, vous savez. Alors voilà, Européens, retournez à l'Empire. Empire, part vers l'Est, va mourir. Pour que nous puissions faire de l'argent. Voilà, en résumé, le discours de Marco Rubio. Eh bien, ils ont aussi cela pour les dirigeants politiques. Je sais que, comme présidente sortante de la Géorgie, dès qu'elle a quitté ses fonctions, elle a pris un poste à l'Institut McCain, de tous les endroits possibles, et a simplement traversé les États-Unis. Donc c'est quelque chose de courant, une sorte de plan de retraite post-carrière. Mais c'est aussi l'une des choses qui m'agace beaucoup en Europe. De Gaulle était considéré comme l'un des grands hommes d'État. Il avait compris que les alliances ne signifient pas des intérêts identiques,
Ce sont des intérêts qui se recoupent. Et lorsque ces intérêts entrent en conflit, on défend son propre pays. Mais aujourd'hui, on voit les intérêts s'éloigner entre les États-Unis et les Européens. Il semble qu'il n'y ait toujours aucune reconnaissance du fait qu'il existe des intérêts différents et que votre loyauté envers les États-Unis ne devrait pas passer avant la vôtre. Mais la volonté de sacrifier l'intérêt national aujourd'hui est tout simplement extraordinaire. Une véritable autosabotage. C'est agaçant à regarder. Si l'on veut parler de restaurer la grandeur européenne, peut-être qu'il serait bon de commencer par défendre l'intérêt national avant de rêver d'empire. Ma dernière question portait cependant sur l'OTAN. Les pays de l'OTAN continuent de promouvoir ce récit selon lequel la Russie subirait d'énormes pertes et obtiendrait très peu de résultats sur le terrain. Encore une fois, je sais que les récits de guerre visent à justifier une guerre longue. Nous gagnons, donc continuons la guerre. Comment évaluez-vous la situation sur le terrain par rapport à ces récits? Eh bien, il est évident que ces récits ne reposent sur rien. Ils sont idiots. Je veux dire, certains de ces récits, surtout dans la presse britannique, sont les pires de tous. Les Russes mangent des pigeons. Les Russes se mangent entre eux. Poutine renvoie des hommes sans jambes au front. Tout ce qu'ils peuvent inventer pour se surpasser en stupidité et en ridicule, ils le font, avançant triomphalement avec tambour et trompette. Quiconque regarde la carte peut voir que ça n'avance pas aussi vite que, disons, enfin, en réalité, ça avance plus vite que la plupart des mouvements sur le front occidental pendant la Première Guerre mondiale, jusqu'à l'effondrement. Et ensuite, quand l'effondrement est survenu, il n'y avait plus de gouvernement allemand, ni d'armée allemande. Tout à coup, c'est terminé, parce que maintenant, on peut simplement entrer. Les alliés occidentaux n'ont jamais mis le pied sur le sol allemand pendant toute la Première Guerre mondiale, avant que l'armée et le gouvernement allemand ne se soient complètement effondrés. Ensuite, ils sont entrés avec très peu d'obstacles sur leur chemin. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne engage toutes les réserves stratégiques dont elle dispose dans la région de Dobropilya, dans le Zaporijzia. Dobropilya et Donetsk sont deux villes différentes. Ils sont arrivés très fort et très vite par le nord, peut-être même trop fort et trop vite. Et c'était intéressant. Ils ont avancé rapidement, perçant les nouvelles lignes russes, vraiment très vite. Mais ils ont perdu beaucoup d'hommes et de matériel, car ils ont tendance à ne ménager ni leurs soldats, ni leur équipement. Ils les envoient simplement dans la machine à broyer la viande autant que possible. Puis, au bout de 3 ou 4 jours, tout à coup, la Russie commence à bombarder les ponts au-dessus des rivières au nord, ceux que les Ukrainiens utilisaient pour traverser. Et leur progression commence à s'effondrer. Donc c'est l'une de deux choses. Soit la Russie a été prise par surprise, voilà les Ukrainiens, soit tout cela a été planifié à l'avance. On fait reculer sa ligne pour attirer l'ennemi toujours plus loin à l'intérieur. La raison pour laquelle les ponts n'ont pas été frappés au début, c'est pour que l'ennemi envoie le plus de soldats possible dans ce nouveau piège. Ensuite, il commence à faire sauter tous les ponts afin qu'ils ne puissent plus recevoir ni ravitaillement, ni renfort. Et ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils ont. Et ensuite, depuis 1 jour et demi environ, ils ont commencé à faire sauter les ponts. Il y a 2 jours et demi, 1 jour et demi. Tous les rapports d'avancée se sont pratiquement arrêtés. Je veux dire, ils continuent à faire des déclarations, mais ils n'ont aucune preuve vidéo, ni aucune autre preuve d'une progression. Maintenant, la Russie a déjà fait ça plusieurs fois. On laisse l'ennemi s'enfoncer, puis on commence à le frapper sur les flancs lorsqu'il se trouve dans la zone de tir préparée. C'est peut-être ce que nous voyons ici. À part cela, seulement quelques contre-attaques localisées, généralement pour reprendre un petit bout de terrain pour une raison quelconque, ou simplement pour des raisons d'image.
Et d'ailleurs, tout cela s'est produit juste avant la conférence de Munich. Donc, les Ukrainiens lancent généralement une sorte d'assaut suicidaire avant chacune de ces conférences, sur ordre de Zelensky, parce qu'ils ont besoin de relations publiques en ce moment, pour montrer qu'ils sont toujours en vie et qu'ils se battent, peu importe leur perte. À part ça, le reste du front avance dans la bonne direction. Enfin, la bonne direction pour la Russie. La bonne direction pourquoi, au juste? Il y a des avancées tout le long des zones frontalières dans la région de Soumy. Ils combinent ces petites zones tampons avec les plus grandes. Dans l'oblast de Kharkiv, c'est la même chose. Kupiansk a été repris morceau par morceau. À Kostiantynivka, les forces russes combattaient à l'est. Dans le sud-est de Kostiantynivka, les forces russes ont désormais progressé jusqu'à la partie sud-ouest de la ville. Une rivière traverse le centre et la divise en deux. Un peu plus au nord, près de Krasnoye, les forces russes ne combattent pas vraiment à l'intérieur de la ville elle-même. Elles sont en train de la contourner et de couper la dernière ligne d'approvisionnement. L'idée est d'isoler ces forces de front pendant que l'ennemi est encore ravitaillé. Couper les lignes et de les épuiser de cette manière. Depuis Krasnoye, on descend directement vers Selidov au sud. Donc tout avance dans la bonne direction. Je veux dire encore une fois, quand on regarde certaines des choses que disent même ces généraux, on ne peut que se poser des questions. Par exemple, le représentant Bacon, qui est un général de l'armée de l'air à la retraite, il diffuse, tu sais, des informations provenant de la presse britannique, laquelle les aurait obtenues des bureaux de renseignement de Kiev, évidemment absolument véridiques. Toutes ces histoires, du fantôme de Kiev et de la fille des chars, selon lesquelles la Russie perdrait 27 hommes pour chaque Ukrainien. Eh bien, d'abord, c'est ridicule et c'est du n'importe quoi. On ne subit pas de telles pertes quand on a la supériorité aérienne, la supériorité de l'artillerie et, plus généralement, la supériorité en armement. Deuxièmement, qui enrôle de force des gens dans la rue? Qui a eu 100 000 désertions rien que dans le premier mois et demi de cette année? D'après leurs propres aveux, 90% de leurs remplaçants en ce moment viennent de la conscription forcée. Oui, non. Les chiffres n'ont pas beaucoup de sens. Il y avait aussi à un moment, il y a eu ces articles dans les médias britanniques où ils ont dû rendre des comptes sur toutes ces histoires, tu sais, le fantôme de Kiev et toutes ces fables. Et ils ont reconnu que non, ce n'était pas réel, mais que c'était en quelque sorte l'histoire dont on avait besoin à ce moment-là. C'était un moyen de remonter le moral. Donc, plus ou moins, il est désormais assez clair que, tu vois, on vend des récits, pas forcément la réalité. C'était une belle histoire de résistance. Et donc, oui, on l'a adoptée. Mais c'est problématique. Désolé, laissez-moi poser une dernière question, car je viens de me rappeler qu'il y a eu des discussions à Moscou au sujet d'une division entre des personnes comme Kirill Dmitriev, qui pensent qu'il serait judicieux de conclure un accord avec les États-Unis fondé sur le commerce et tout ce qui s'y rattache, puis à partir de là, de faire la paix. Et de l'autre côté, il y a Sergei Lavrov, qui est, disons, plus critique à l'égard de cette perspective. Comment voyez-vous cette division, ou pensez-vous qu'elle est exagérée? Et puis, de l'autre côté de Lavrov, les militaires parleraient apparemment de lancer une frappe, quelque chose comme sur Londres ou Paris. Un type de frappe un peu différent. Et je ne plaisante pas d'ailleurs. Écoutez, il n'existe pas de gouvernement monolithique. Nulle part, jamais. Il y aura toujours différentes factions, toujours des gens avec des points de vue différents. En réalité, il faut s'inquiéter si vous dirigez un gouvernement qui ne reflète que votre propre vision. Là, vous avez un problème. Un sérieux problème. Donc je pense que tout cela est exagéré. Il n'y aura pas de révolution, ni de coup d'État,
ni rien de ce genre. Il y a un débat, et certaines factions veulent une ligne plus dure. C'est en fait une bonne chose qu'elle s'exprime. Parce que, quoi qu'il en soit, l'Occident doit se rappeler que la seule chose qui le maintient en vie, c'est la patience de Poutine. Et il n'y en a qu'une quantité limitée, que cela vous plaise ou non. Il subit des pressions pour simplement dire « finissons-en de la manière forte, retirons les gants ». Honnêtement, si la Russie le voulait, elle pourrait transformer n'importe quelle ville ukrainienne en Gaza ou en Mossoul très facilement. Ces bombardiers lourds, ceux qui font de véritables tapis de bombes, n'ont pas encore décollé. Ils n'ont jamais été utilisés jusqu'à présent. C'est d'ailleurs quelque chose que les Européens ne semblent pas comprendre non plus. Si le combat avec l'UEM ou l'OTAN commence, les gants seront retirés. Il n'y aura pas de « eh bien, vous savez, ce sont nos gens là-bas » ou quoi que ce soit de ce genre. Non, ce sera simplement une destruction massive. Il n'est pas nécessaire que cela devienne nucléaire. Donc je pense que de ce point de vue, c'est une bonne chose qu'il y ait plusieurs opinions, et il y en a évidemment. Comme je l'ai dit, je ne crois pas qu'un coup d'État au palais va se produire. Et l'Occident ferait bien de prier très fort pour qu'il n'y en ait pas, car s'il y en a un, il vivra son pire cauchemar. Il y aura cette guerre, et ils mourront. Ils ne comprennent manifestement pas avec quoi ils jouent. Mais nous verrons bien. Et l'Occident pousse les Européens du Nord autour de la mer Baltique. Il pousse fort pour déclencher une guerre, évidemment. Oh, nous allons bloquer tout le trafic russe. Eh bien oui, c'est un acte de guerre. Donc quand ces pétroliers passent avec des marines armées, avec des manpads à bord pour abattre vos hélicoptères, quoi, vous allez couler le pétrolier? D'accord, c'est un acte de guerre. Et quand il a une escorte de destroyers, surtout s'il passe, disons, entre le Danemark et la Russie, c'est facilement couvert par l'aviation et les tirs de missiles russes, notamment depuis Kaliningrad. Oui, vous allez vous réveiller avec une très mauvaise surprise, et très vite. Jusqu'à présent, ils se sont retirés chaque fois que l'armée russe est apparue. Leur bravade s'est évaporée très vite, comme avec les Estoniens, quand le Su-35 est arrivé entièrement armé. Espérons que ce n'est qu'un chihuahua qui aboie. Mais s'ils décident qu'ils sont une meute de chihuahuas, nous sommes grands et féroces, nous allons affronter l'ours. Eh bien, les ours vont avoir de quoi dîner. Du chihuahua frais. Je veux dire l'Estonie, si tu regardes l'Estonie, probablement la moitié de la population est russe, étant donné que la plupart des jeunes Estoniens ont des passeports estoniens et ont quitté le pays, même s'ils sont encore comptés dans le recensement. Et les Russes, même si des villes comme Narva font partie de la Russie depuis le Moyen-Âge, ont un excellent passeport mais ne peuvent aller nulle part, donc ils sont coincés là. Alors tu regardes des endroits comme ça, tu veux vraiment déclencher une bagarre, tu as affaire à des gens vraiment stupides. Tu as affaire au capitaine Estonie. Tu as vu cette photo de Kaja Kallas? Oui, non. Enfin, elle nous avait bien promis qu'elle commencerait à lire des livres et à devenir plus intelligente. Donc elle en est déjà aux comics Marvel. Alors j'ai confiance en elle. Elle finira bien par arriver à la bonne littérature, tu vois. J'ai vu un reportage dans les médias disant que les Russes envisageraient de l'enlever. Et je me suis dit que ça n'avait aucun sens. Tu sais, je crois que c'est de Napoléon. Il ne faut jamais interrompre son ennemi quand il fait une erreur. Mais elle, c'est une erreur ambulante et parlante. Alors, pourquoi l'enlever? Pour empêcher que toute cette brillante analyse et cette perspicacité tombent entre les mains de Louis Mayer. Rien de tout cela n'a de sens. Je veux dire, je suis sûr que les Russes sont contents qu'elle soit là. Elle ne rend certainement pas service à Louis Mayer. Le problème avec le fait de l'enlever, c'est qu'elle est facile à trouver. Il suffit de chercher la zone où le QI chute brutalement. C'est là qu'elle se trouve. Elle est au centre de ce trou noir du QI.
C'est comme si on disait merci, nous sommes tous devenus plus bêtes. Tais-toi, s'il te plaît. Que Dieu ait pitié de ton âme. C'est parfois difficile à croire que tout cela soit réel, tu sais. Mais oui, voilà, qui est le responsable de la politique étrangère maintenant? C'est le mieux que nous ayons pu obtenir. C'est très étrange parce que à travers l'Europe, il y a beaucoup de gens compétents, tout comme aux États-Unis. C'est là que tu trouves les Mearsheimer et les Stephen Walt. Je veux dire, ce sont des gens intelligents. Et on se retrouve avec ce genre d'idiots baveux. C'est très triste. Mais cela rejoint un peu ton point précédent. C'est souvent comme ça qu'on voit que, oui, c'est la médiocrité qui remonte à la surface. Ce n'est pas un bon signe de notre époque. Enfin, je sais que tu as un emploi du temps très chargé aujourd'hui, donc je vais te laisser. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps. Très bien, merci, merci Glenn Deason, toujours un plaisir. Prenez soin de vous. Take care.